Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Garnier, j'ai le plaisir d'être sur le plateau avec quatre grands experts, chacun dans leur thématique, pour cette session qui promet d'être passionnante et qui s'intitule « Ce que la Covid a changé ». L'idée dans cette session avec les experts qui sont ici, c'est de dégager un petit peu des enseignements de cette crise et en espérant qu'elle touche à sa fin ou en tout cas qu'elle décroissent en tout cas en intensité, quels enseignements on peut en tirer, à la fois dans notre pratique en anesthésie adulte avec le professeur Lionel Velli, avec l'anesthésie en pédiatrie avec le docteur Mathilde Lequérose, en secteur d'obstétrique avec le docteur Marie Bruyère et puis en réanimation avec le professeur Jean-Michel Constantin. Dans cette session, on va laisser la parole à nos experts pendant, on va dire, 5 à 7 minutes. Et puis, l'idée, c'est d'avoir ensuite une discussion tous ensemble avec vos questions. N'hésitez pas à les poser, on les reçoit ici sur la tablette et on interagira ensemble dans l'idée de dégager un peu des grands messages sur ce que cette crise a ou doit changer dans notre pratique et quels sont, on va dire, les bons enseignements pour améliorer à la fois notre prise en charge, le soin aux malades et pourquoi pas notre organisation. Je vous propose de commencer tout de suite avec la présentation du professeur Velli. Lionel, merci d'être là et c'est à toi. Merci beaucoup Marc. Effectivement, 2 ans de crise et Marseille, parce que je viens de Marseille, qui s'est particulièrement mise en avant. Avec ici, vous voyez le nombre de patients qui sont hospitalisés pour 100 000 habitants en réanimation. Et vous avez toutes les autres régions de France. Et on était très largement, tout le temps, sauf la première vague, devant. Donc ça nous a entraîné beaucoup de problèmes de réorganisation, puisque on dépassait à chaque fois nos capacités de réanimation. Vous voyez Paris, vous voyez Marseille. Et il a fallu donc s'adapter parce que nos SSPI étaient remplis de patients qui nécessitaient une prise en charge de soins critiques. L'évolution, c'est pour moi ce texte qui a été véritablement un élément fondateur et fédérateur. Nous avons réussi en un temps record à essayer de proposer des préconisations qui se sont adaptées et on peut féliciter tout le comité des référentiels. Et ces recommandations nous ont permis d'aborder la crise Covid avec quand même des règles qui ont permis, vous allez le voir, de faire pas mal changer les donnes. Alors déjà, ça nous a rappelé un truc qui est l'hygiène hospitalière, qui n'était pas si bien respecté que ça dans nos blocs opératoires. Il faut être assez honnête. Et on avait eu un vrai gap dans l'hygiène hospitalière. Et on a dû subir, mais avec les résultats qu'on a vus, le masque FFP2, ce qui a empêché clairement la contamination de nos personnels. Alors il y a eu du bon aussi, avec cette petite phrase qui nous disait qu'on devait être à peu près les seuls quand on induisait. Ça nous a permis, pour une fois, d'avoir des inductions en silence. Et c'était très agréable pour nos patients. Mais on a vu, en fait, de nouvelles technologies rentrer dans nos consultations. Par exemple, nous, on n'était absolument pas équipés en téléconsultation. Et cette recommandation et ces recommandations nous ont permis d'évoluer vers l'équipement de l'ensemble de nos consultations d'anesthésie. Et encore à l'heure actuelle, on continue avec un public très ciblé, à faire de la téléconsultation, et ça nous a permis de désengorger pas mal nos rendez-vous. Alors il a fallu s'adapter, parce que y avait ces PCR. Ces PCR qui étaient un véritable frein, alors chaque hôpital s'est adapté comme il pouvait. Nous, en tout cas, on s'est adapté avec des ID Now, qui nous permet, dans le quart d'heure, de pouvoir répondre au fait, pour un patient urgent, s'il pouvait rentrer ou pas dans le bloc opératoire. Et notre société a proscrit pendant toute la crise, les tests antigéniques, et à juste titre, je pense, en particulier avec Omicron, où on a vu qu'à part les tests Abbott, la plupart étaient défaillants. En tout cas, on a eu des règles pour s'adapter, avec ces schémas qui ont dicté nos discussions à la Société Savante, parce que c'était pas simple de les écrire, et dans nos blocs opératoires, ils étaient affichés partout dans les régules, pour savoir qui en faisait, comment on le faisait, et avec quel délai. Mais la phrase qui a tout fait changer, c'est celle-là, pour moi, c'est le fait d'extuber les patients en salle opératoire. Et très clairement, on a vu une modification avec un recours beaucoup plus important au monitorage, avec le BIS, avec un recours beaucoup plus important à l'ALR, qui a fait véritablement optimiser
les pratiques anesthésiques. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vraiment observé dans les blocs, avec par exemple des choses qu'on n'arrivait jamais à mettre en place, qui était la procédure de bypass de SSPI, qui entraînait des discussions insatiables entre les IBOD, la SSPI, les cadres. Grâce à cette crise, maintenant, la procédure de bypass des SSPI, pour les patients qui ont une ALR pure, elle est devenue pratique quotidienne. Donc, il a vraiment fallu s'adapter, optimiser le parcours, parce que nous, par exemple, on avait 2 SSPI en moins et 50% de nos salles fermées. Donc il y a un mot qu'on a appris qui était le quinconce. Et ça, on l'a pratiqué pendant la 2e, 3e, 4e, 5e vague. Et puis, il y a un autre mot que j'aurais jamais pensé venir de la bouche d'un anesthésiste, qui était surbooking. Surbooking, c'était pour la crise Omicron, parce qu'on avait à chaque fois 4 à 5 patients qui s'annulaient tous les jours. Et en fait, il fallait avoir les patients derrière pour pouvoir occuper nos salles. Alors, comme toute crise, et le quoi qu'il en coûte, ça nous a permis d'avoir un rattrapage phénoménal sur le matériel biomédical dans nos blocs opératoires, avec des vidéolaryngoscopes dans toutes les salles. Ça nous a permis d'avoir des dons. Et par exemple, de nous équiper entièrement pour les salles qui font de l'ALR avec des lunettes de VR. Et ça a changé véritablement notre quotidien de l'anesthésie et le quotidien de nos patients dans nos blocs opératoires. Et ça n'a pu avoir lieu que grâce à des dons qui ont été générés par cette crise Covid. Alors, sur les pratiques, j'ai cherché tous les médicaments. J'ai regardé tous les médicaments, est-ce que nos consommations ont évolué ou pas. Et je me suis aperçu que oui, il y a quelque chose qui a véritablement évolué. Ici, c'est le nombre d'ampoules d'Esméron que l'on fait. Et quand on regarde, on a une véritable explosion à partir de 2019 de l'Esméron et du Brion. Et que là, je vais vous mettre notre budget annuel de Curare. Vous voyez que le cisatracurium, qui a énormément augmenté pendant la crise, parce que là aussi, il y a la consommation des réa, au final, c'est peanuts. Et on voit qu'on est passé de 100 000 à près d'un demi-million d'euros pour avoir une extubation en salle rapide, avec une décurarisation presque systématique. Donc oui, la crise a eu un impact. Et moi, le dernier impact, dans le petit microcosme du bloc opératoire, l'évolution majeure, c'est que vraiment, grâce à cette crise, ceux qui ont pris le contrôle et qui ont donné les notes de musique tel un chef d'orchestre, ça a été les anesthésistes. C'est nous qui régulions les salles. Et grâce à ça, une organisation enfin dans les blocs opératoires, avec l'ensemble de la crise. Ici, c'est le nombre d'interventions qu'on a pratiquées à la PHM. Et on a eu une baisse simplement de 9% en 2020 et de 8% en 2021. Et le plus gros impact, ça a été lors des confinements. En tout cas, il faut vraiment remercier l'ensemble du personnel des blocs opératoires, et en particulier les IAD, qui ont fait un travail colossal pour maintenir cette activité malgré la crise et s'adapter à la pénurie de salles et arriver à faire presque autant d'anesthésie. Merci beaucoup Lionel. Donc on voit sur ton intervention que c'est vraiment des retombées multiples, à la fois sur les moyens humains, sur les moyens matériels, sur la façon de pratiquer l'anesthésie différemment, sur des contraintes ou des leviers organisationnels, et même sur une façon de penser l'organisation au bloc opératoire. Donc je pense que ça va induire de nombreuses questions. Je vous propose de les garder, puisque en fait, la thématique est assez commune peut-être à d'autres secteurs de notre profession, et qu'on débatte tous ensemble à la fin. Mais on voit vraiment déjà que c'est vraiment multicarte et que ce n'est pas simplement sur, on va dire, un peu de façon isolée, le port du FFP2 ou autre. Tu as vraiment souligné que ça avait de nombreux impacts.